C'est pas pain de mie, c'est pandémie. C'est une putain de pandémie. On va tous mourir. Chers auditeurs, bonjour et merci d'avoir survécu pour continuer à nous suivre. Tout de suite, nous commençons cette nouvelle émission avec un témoignage sur le confinement en famille. Deuxième semaine de confinement. La maison de mes beaux-parents, où je suis allé me réfugier avec femme et enfants parce qu'ils ont un jardin, ressemble de plus en plus à un paradis communiste. Ma belle-mère, que je surnomme affectueusement l'œil de Moscou, s'ennuie tellement qu'elle nous suit à la trace, observant le moindre de nos faits et gestes, les commentant, sûrement pour passer le temps. Ma belle-mère, elle est très gentille. Trop, comme je dis souvent. Mais elle est du genre à te poser la question qui tue, surtout quand je mange. Du genre, tiens, tu mets du fromage dans ta crêpe. Ou, quand je vais piquer un gâteau à l'heure du goûter, mais tu prends les gâteaux réservés aux enfants. Bref, c'est à peine si elle ne va pas chronométrer le temps passé aux toilettes, dernier endroit de la maison où j'arrive à me retrouver à peu près seul. Après, dans le genre capot, j'ai mes gosses. Mes petits khmers rouges sont les premiers à te dénoncer si tu n'as pas toussé dans ton coude, ou que tu ne t'es pas lavé les mains 10 fois par jour. Ma deuxième, 2 ans et demi, qui vient régulièrement me voir en me disant avec un regard noir « Papa, t'as lavé les mains ?» Si elle avait un flingue, pas sûr que je m'en sorte vivant. En plus, c'est qu'elle se les lave bien, les mains, elle, la crapule. Dessus, dessous, les pouces, les doigts, un par un, entre les doigts. Encore mieux qu'une pub du gouvernement. C'est qu'elle me ferait presque culpabiliser, la môme. La grande se pose déjà des questions existentielles sur la politique. « Papa, est-ce qu'il raconte des bêtises, le président Emmanuel Macron ?» Oui, ma chérie, ça arrive. Pourtant, tu dis que les adultes, normalement, ils disent pas de bêtises. Alors pourquoi lui, il dit ? Je sens qu'il va être long, ce confinement, et je risque encore de me faire mal voir par ses incites au retour. Comme elle raconte tout à l'école, j'ai l'impression d'avoir Pavel Morozov à la maison. Vous le connaissez pas ? Mais si, ce charmant garçon, pionnier héros numéro 001 de l'Union soviétique, s'il vous plaît, qui fut érigé en idole pour la jeunesse, parce qu'il avait dénoncé son père qui s'opposait à la collectivisation. Le père a disparu quelque part au goulag, et le fils zigouillé par les copains de papa. Bref, ça promet pour l'avenir. Le beau-père, il est du genre passif. Le matin, c'est France Info à la radio, puis le fil d'actu sur Internet, tout en mettant les infos sur la télé en fond. Pareil le midi, pareil l'après-midi, pareil le soir. Et à la fin de la journée, quand on lui demande quelles sont les nouvelles, il répond « Bon, toujours la même chose ». Mon beau-père, c'est le genre de type qui pourrait voir débouler le KGB à 4h du mat chez lui, lui demander si c'est bien lui Piotr Fiodorovski, lui répondre que non, c'est en face, fermer la porte et retourner se coucher sans pression. Pour finir, ma femme, c'est la seule qui bosse, la Stakhanov du confinement. 3 conf calls par jour, tapant rageusement sur son clavier dès 10h du matin jusqu'à 21h le soir, ne faisant une pause que pour son synchro-sain yoga du midi et son footing de 18h, seul micro entorse à son confinement. Bref, autant dire que moi, dans tout ça, j'ai un peu l'impression de faire du parasitisme social. Je vis tous les jours comme le premier, en me disant que je vais faire plein de trucs dans ma journée, écrire, dessiner, bricoler, jusqu'à ce qu'arrive le soir et que, me retournant sur ma journée, je m'aperçoive que je n'ai rien fait. Je ne produis rien ou pas grand-chose, et finalement, je commence à percevoir ce que c'est que de passer à côté de sa vie. La bonne nouvelle, c'est que finalement, ce micro-monde carcéral va peut-être se continuer après le confinement. Non content d'avoir réveillé l'âme de délateur qui sommeille dans beaucoup de Français, voilà qu'on commence à s'émerveiller de la manière dont la Corée du Sud a réussi à enrayer la pandémie. Dépistage généralisé, et surtout, traçage total des populations. À moins qu'on fasse comme en Chine, où chaque individu a toute sa vie qui est reliée à son numéro de téléphone. Carte d'identité, dossier médical, et même application avec code couleur pour indiquer si on a le droit de circuler ou pas. Comme ça, c'est propre, c'est pratique, et comme d'habitude, c'est le progrès. Et puis, bon, si on n'a rien à se reprocher, n'est-ce pas ? Tiens, il faudrait peut-être que je relise Nous, fils d'Eichmann de Gunther Anders, ou encore La banalité du mal de Hannah Arendt. De quoi se préparer à l'après-confinement. Il est maintenant temps de se renseigner sur l'état du monde. C'est les actus. L'actualité de ce mercredi 1er avril. Regret. Emmanuel Macron a hier admis publiquement s'être trompé sur toute la ligne et rejette le capitalisme responsable de l'ampleur de la pandémie que nous vivons. Il soumettra sa présidence à un référendum dès la fin du confinement. Non, c'est une blague. Fantasme. Au Royaume-Uni, une boutique d'accessoires fétichistes a offert à l'hôpital d'à côté tous ses déguisements de docteurs et d'infirmières, le personnel soignant étant totalement dépourvu de matériel. Espérons cependant que le thermomètre fonctionne vraiment. Prison.
nous allons tous finir en tôle. Le gouvernement a commandé à ArcelorMittal des tôles afin de pallier à la pénurie de cercueils. Reste à savoir comment ça va se décomposer 6 pieds sous terre. Congo. La Belgique a dû renoncer à plus de 100 000 masques FFP2 inutilisables car ils avaient été emballés dans des boîtes de bananes ou de cornflakes usagés. On a même trouvé des déjections animales. Le pangolin nous met vraiment dans la merde. Fascisme. Emmanuel Macron veut l'indépendance pleine et entière de la France d'ici la fin de l'année. On attend les accusations de faire le jeu du FN et de repli nationaliste. Il veut même rebâtir la souveraineté nationale et européenne. Quelle horreur. Aveugle. Le président, toujours lui, a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de stocker des milliards de masques car on peut facilement les importer de l'autre bout du monde. Contradiction avec la brève précédente donc. On soupçonne Sibeth Ndiaye d'avoir écrit son discours. Dracarys. Emilia Clarke offre un dîner avec elle à 12 personnes tirées au sort parmi les donateurs de l'association Same You. Hélas, le dîner sera par webcam. On ne sait pas si on peut choisir une tenue de Game of Thrones pour elle. Contre-ordre. L'armée, dans son opération Résilience, doit aider sur le plan sanitaire et logistique. Cependant, plusieurs villes du Sud, telles Nice, Toulon, Nîmes ou Perpignan, envisagent de faire appel à nos soldats pour assister les forces de sécurité. Bientôt une nouvelle règle ? Bastille. Une circulaire de la justice prolonge les délais de détention provisoire de 3 à 6 mois selon la gravité des infractions. Sans procès ni avocat. État de droit, vous dites ? Pas de nouvelles à ce jour de la libération de plus de 200 terroristes, mais pas d'évocation de leur maintien en détention non plus. Bergame. Nous vous avions parlé il y a quelques jours de cette jolie ville italienne. Aujourd'hui, c'est notre Grand Est qui est à l'honneur. Le journal Les Dernières Nouvelles d'Alsace publiait hier 14 pages de nécrologie, contre 3 le 28 février. Merci les évangélistes. Un rêve américain. Alors que l'épidémie progresse à toute vitesse, les États-Unis accumulent. Un deuxième porte-avions est touché par le virus et un séisme de magnitude 6,5 a touché l'État d'Idaho. Le virus a déjà fait plus de morts que le 11 septembre dans ce beau pays de liberté. Au moins, ça les occupe chez eux, c'est déjà ça. Nouvelle règle. Le virus se transmet par postillon jusqu'à 8 mètres, selon une nouvelle étude. Depuis le temps qu'on vous dit qu'il faut élargir les trottoirs. Russiagate. La Russie a envoyé un avion chargé d'aide humanitaire aux États-Unis, avec des masques et de l'équipement médical. Les démocrates vont se régaler. C'est tout pour aujourd'hui. À demain pour une nouvelle chronique d'actu. Nous retrouvons maintenant notre premier point politique, dédié à Sorel. Non, vous avez bien entendu, c'est bien Sorel. Ouais, bon, faudrait pas non plus réduire tous les grands penseurs, notamment français, de la révolution prolétarienne à Marx et à ce chant. C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de vous faire découvrir la pensée politique de Georges Sorel. Georges Sorel, théoricien français du début du XXe siècle, du syndicalisme révolutionnaire et de la grève générale prolétarienne, dont l'écrit central, Réflexions sur la violence, fut publié en 1908. Georges Sorel fut influencé par Proudhon, dont vous avez récemment eu une chronique sur Radiovirus. Sorel lutte pour la création en effet d'une république de petits producteurs contre l'État. Volonté politique dont on retrouve encore aujourd'hui un écho, notamment dans l'insurrection qui vient, du comité invisible et qui nous exhorte à être aussi imperméable à l'État qu'un camp de gitans. Sorel se rapproche aussi, peut-être sans le savoir, de William Morris, artiste décorateur et théoricien anglais de la fin du XIXe siècle, que l'on vous a fait découvrir dans l'émission du 8e jour de confinement. Sorel critique ainsi, comme Morris, le monde bourgeois. C'est d'abord et avant tout l'hédonisme nihiliste qui révulsait Sorel, ainsi que l'absence de conviction, son corollaire, et la petitesse d'âme, la mesquinerie, l'étroitesse de vue de la bourgeoisie. Beaucoup de choses que nous retrouvons malheureusement de nos jours. Sorel fut scandalisé par Jaurès et sa politique de connivence. Il rejettera ainsi totalement les techniques de pouvoir de la démocratie institutionnelle, et notamment le vote, qui est une pure imposture et dont le but de l'opération n'est pas de prendre le pouvoir, mais plutôt d'entretenir un climat de cour d'école, à coup de « Coucou, j'ai l'air de vouloir te renverser, mais t'inquiète, c'est pas ça en vrai. Donne-moi juste de quoi avoir l'air sérieux pour mon public, et je te laisse gagner, tu le sais bien. Je vous vois venir, vous pensez déjà au duel Marine-Macron, et vous n'avez pas tort. » Déçu de la CGT,
Animé par un fédéralisme davantage que par un étatisme, Sorel se rapprochera ainsi de Charles Maurras, et donc de l'Action française, mais aussi du cercle Proudhon, tout en continuant de glorifier Lénine, qui lui mettra quand même de sacrés jolis vents en ne lui répondant jamais. Certains soutiennent qu'il aurait été la figure du fascisme français. Difficile à soutenir puisque Georges, paix à son âme, est mort en 1922. Cette insinuation est faite par les libéraux. Mais on commence à les connaître ceux-là, hein. Tout ce qui n'est pas eux est fasciste. Dernier exemple en date, les foulards rouges, ces glorieux défenseurs de Macron contre les gilets jaunes. Quelle est la théorie politique fondamentale de Sorel? C'est la grève générale. Grève générale qui l'oppose aux grèves de connivence, faites dans un but purement égoïste pour acquérir de petits droits. C'est ainsi une grève armée, gratuite et sans complaisance, seule capable de renverser l'État libéral, de quoi inspirer les gilets jaunes. La grève générale est pour lui un mythe. Mythe qu'il faut faire rentrer dans la tête du peuple, pour lui faire comprendre que c'est possible, afin de donner un objectif politique sur le long terme qui nous pousse à l'action. Sorel n'est pas un matérialiste. Son socialisme est moral, fait de valeurs héroïques. Il n'est pas non plus un étatiste, mais un fédéraliste à la Proudhon. Il oppose ainsi le mythe, comme mobilisateur et charnel, à l'utopie comme idéalisme cérébral du gauchisme. Et son mythe fondamental est la grève générale. La violence est aussi centrale dans sa pensée. Le bien commun ne se conquiert pas à coups de parlotte et de complaisance. La violence est au cœur de la politique, en effet, dont l'essence est de résoudre les conflits pour tendre vers leur bien commun. Le refus d'obéissance préconisé par Sorel résonne et doit résonner aujourd'hui et demain. On ne peut pas appeler à ne pas payer ses impôts, car c'est pénalement répréhensible, et puis, avec le prélèvement à la source, c'est devenu impossible. Fini les jacqueries du XIXe siècle, enfin de l'Ancien Régime. Il faut toutefois faire tout son possible pour exprimer son refus de l'ordre en place. Mais c'est extrêmement méchant, ça, pas beau. Non, c'est radical, mon gars, c'est pas extrême. Trouvez-vous normal en effet qu'on soit un des pays au monde où on est le plus taxé, et qu'on soit un pays presque digne du tiers-monde au niveau des services publics? Nos hôpitaux ont une belle gueule, hein, n'est-ce pas? Trouvez-vous normal que pendant que des gens crèvent du virus en France, pendant que d'autres perdent leur emploi, leur entreprise, nos ministres se demandent s'il n'est pas plus urgent de réduire la portée de Netflix sur les ondes pour pouvoir mieux télétravailler, ou alors le porno? Ah non, pas le porno, répond Chiappa. Trouvez-vous normal que le gouvernement dise « Nos jolis polissons de banlieue, on ne peut pas les confiner, les pauvres. Faut pas que la CAF et le trafic de drogue servent à payer les amendes. Les amendes, c'est pour la trogne de dédé le gilet jaune. Mais on va profiter du confinement pour augmenter la durée légale de l'avortement. Ça, c'est utile. » Bref, il faut faire tout son possible, quotidiennement, pour exprimer son refus. Un radar tourelle arrive près de chez vous, paf, on va aller faire un petit tour. Tu reçois une amende, pourquoi la payer? Bref, pas de complaisance, et lisez Sorel. Place à la culture et retrouvons notre chronique cinéma. Dans les années 90, à Los Angeles, un groupe de gangsters s'attaque à un fourgon blindé. Le braquage se transforme en bain de sang à cause de l'un des membres du groupe. Commence alors une enquête difficile pour le lieutenant de police Vincent Hanna. Peu à peu, il remonte la trace du gang par plusieurs moyens et arrive jusqu'au chef du gang, Neil McCauley. Hit, réalisé par Michael Mann, est sorti en 1995. Ce film est le plus grand film de braquage jamais réalisé, un grand classique du cinéma américain. Il faut voir ce bijou. Le réalisateur Michael Mann a sorti de nombreux films tout au long de sa carrière, dont certains que vous connaissez sûrement, Le Dernier des Mohicans, Public Enemies, Collatéral ou plus récemment Hacker. Il va sans dire que je vous conseille de vous pencher sur sa carrière cinématographique. Le film est porté par son face-à-face entre Robert De Niro, qui joue le chef du gang, et Al Pacino, qui joue le lieutenant de police. Mais on ne peut pas résumer ce film à son casting. Le duo De Niro-Al Pacino permet de nous montrer une opposition intéressante entre deux personnages passionnants. D'un côté, Al Pacino joue un policier obsédé par son boulot. Le métier de flic l'empêche d'arriver à s'occuper convenablement de sa famille. Il a ce métier dans le sang, et ça le rend par moments complètement fou. De Niro, lui, joue un personnage froid et méthodique, qui calcule au millimètre près ses braquages. Il est bon dans ce qu'il fait, professionnel, perfectionniste. Michael Mann profite de ce duo légendaire pour poser une ambiance particulière. Il prend le temps de nous montrer comment les deux personnages gèrent leur métier et leur vie quotidienne, sociale. Quand un braquage arrive, la tension est à son comble. On ne sait jamais ce qui peut arriver.
Un gangster qui perd son sang-froid, un flic qui pointe le bout de son nez, De Niro est systématiquement en alerte. Pour la police, tout l'enjeu est de prendre le gang sur le fait avec des preuves. Il faut intervenir au bon moment. Chaque équipe essaie d'avoir un coup d'avance sur l'autre. Finalement, on ne sait plus trop sur quel pied danser. Pour qui sommes-nous réellement stressés? Le gangster ou le policier? C'est toute la force du film, servi par une bande-son qui ne couvre pas trop celui-ci, qui accompagne discrètement les scènes. Les scènes d'action sont d'ailleurs réussies grâce au montage, mais aussi grâce à cette tension permanente. L'action nous explose à la face. Elle vient répondre à nos questions et à nos inquiétudes. Qui gagnera? Qui prendra le dessus? Qui risque de mourir? Michael Mann sait filmer l'action avec beauté et efficacité. La photographie est belle, lumineuse. Elle donne à Los Angeles une ambiance presque envoûtante. Il faut voir Heat pour toutes ces raisons. Il faut voir ce qui fait la fierté du cinéma américain. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voyez un film de braquage, il sera sûrement inspiré par ce film. Nous enchaînons sur la chanson du jour. Sexy Sushi est un groupe de musique français d'électroclash composé de Rebecca Warrior, de son vrai nom Julia Lanoé, également chanteuse des groupes Mansfield TA et Compromat, et Mitch Silver, de son vrai nom David Grelier. Rebecca Warrior et Mitch Silver se rencontrent à Nantes en 2001. Pour leur premier concert, ils achètent des perruques et portent des lunettes à verre fumé, accessoires garantissant leur anonymat. Ce code vestimentaire et scénique ne les quittera plus. En 2009, le groupe entame une tournée accompagnée d'une roue de l'infortune qui dicte l'ordre des morceaux. Elle contient également quelques pièges dont une case banqueroute qui peut à tout moment mettre fin au concert. Ainsi pouvait-on entendre 4 fois le même titre à la suite, ou voir le groupe quitter la scène si la roue tombait par malheur sur la case banqueroute. À Lille, nous avons donné un concert qui a duré 3 minutes à cause de ça, les mecs étaient contents, plaisante Mitch Silver. Leur musique, qualifiée d'électroclash ou de technopunk, évoque avant tout des thèmes sexuels mais aussi politico-sociaux, portés par les textes crus, proches d'une certaine forme d'anarchisme et de dadaïsme. Leur musique est également qualifiée d'électro-trash. Influencé par l'actionnisme viennois, le groupe propose des concerts qui s'apparentent à des performances artistiques dans la tradition punk et qui se démarquent par leur aspect foutraque. La chanteuse asperge la fosse de bière, grimpe sur les enceintes et autres balcons, crache sur le public avant de lui sauter dessus, lui met involontairement quelques coups de pied de micro et enfin l'invite à monter sur scène contre l'avis du service de sécurité, très légèrement irrité par ce grand n'importe quoi. Au-delà de son côté déglingos, Sexy Sushi parvient à montrer mieux que beaucoup l'insanité rampante de l'époque avec une simplicité parfois assez désarmante. Pas de constat lénifiant, pas de blabla, seulement des ritournelles, tartares et absurdes qui veulent en dire beaucoup. Il suffit de jeter une oreille sur certains morceaux de leur album Cyril pour s'en convaincre, de prendre le temps d'écouter La mort d'une dame ou l'effrayant On devient fou ici. C'est aussi juste que malsain, ça tape dans le foie et au tibia. Écoutons maintenant J'aime mon pays. J'aime que tout soit bien rangé. J'aime que ma famille m'obéisse. J'aime la chasse et mes copains bourrés. J'aime surtout la représentation du Christ. J'aime que les femmes n'avortent pas. J'aime bien la télévision. J'aime
Nous abordons la question sécuritaire dans ce deuxième point politique. Le spectre de 1984 de George Orwell nous hante toujours et plus que jamais. Avec les puces RFID, la miniaturisation des objets électroniques, les cartes à puces, l'augmentation exponentielle des caméras de surveillance dans les rues, les téléphones portables, les satellites plus perfectionnés et autres, nous sommes aujourd'hui facilement fichés et suivis à la trace, que nous le voulions ou non. Il y a en effet une part de consentement à donner sa vie privée sur les réseaux sociaux. Plus encore, après les révélations d'Edward Snowden, nous savons que si l'État ne se charge pas de nous surveiller, d'autres personnes et d'autres structures s'en chargeront, que les finalités soient politiques ou économiques. Il ne fait aucun doute qu'après ces révélations, la surveillance est totale. Les nouvelles informations qui sont aujourd'hui recueillies par la surveillance électronique sont un trésor qui n'a pas de valeur, car ces informations peuvent avoir plusieurs usages. Quoi qu'il en soit, derrière l'idée de surveillance, qu'elle soit bienveillante ou malveillante, ressort une stratification implicite. Celui qui surveille se trouve situé au sommet de la hiérarchie sociale. Si l'on parle souvent de l'état de droit, il arrive dans la pratique que la surveillance conduise dans cet état de droit à différentes formes de déviance. Dès le XVIIIe siècle, les autorités instituent divers systèmes d'enregistrement des personnes pour lutter contre la criminalité, la mendicité ou l'errance. Puis les techniques se diversifient avec les techniques d'identification de Bertillon. Les forces de l'ordre vont donc constituer de vastes fichiers contenant notamment les données corporelles de nombreuses catégories d'individus, délinquants et criminels, vagabonds, individus soupçonnés d'espionnage, anarchistes, etc. Dès la fin des années 60, le ministère de l'Intérieur a décidé d'informatiser une grande partie de ses ressources documentaires pour exploiter les données individuelles à des fins de sécurité. Pour contrôler cela, la loi dite informatique et liberté a créé une structure importante, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, qui a représenté un tournant majeur. En effet, une structure extérieure à la police peut disposer d'un droit de regard et de contrôle sur les informations collectées, archivées et utilisées par les services de police. Même si la CNIL existe, on assiste depuis les années 80 et 90 à une augmentation considérable du nombre de fichiers. Avec l'évolution vers les fichiers biométriques, on peut se demander aujourd'hui si, à travers l'extension de ces fichiers, les autorités ne visent qu'un simple objectif d'identification des individus, ou bien si elles s'orientent vers la constitution de fichiers de population. Enfin, il y a un renforcement des pouvoirs de police qui se manifeste avec des pratiques de surveillance dont la logique repose sur l'accumulation, l'échange et l'exploitation d'un nombre incalculable de données. Il devient alors possible de repérer, localiser et suivre les personnes à distance par le biais d'un contrôle de leurs mouvements dans l'espace et le temps. La surveillance permet ainsi un tri social des individus. Celui-ci rendra la surveillance plus efficace, le contrôle plus fort sur les individus et sécurisera et renforcera le système en place. Assurer une plus grande surveillance et une plus grande sécurité permet une tranquillité bourgeoise et de bons reportages télé, même si cela implique des contrôles de sécurité interminables dans les aéroports ou dans les lieux publics. En fait, le rythme et l'intensité des actions de police sont au fond moins liés aux défis terroristes qu'à l'incapacité des gouvernements à fournir des emplois essentiels pour la protection sociale. Cependant, même si les moyens de surveillance des individus ont été augmentés, que les données collectées sont de plus en plus nombreuses, cela ne permet pas de garantir une sécurité optimale du citoyen. En effet, comme l'ont démontré les sinistres événements meurtriers liés aux attentats ces dernières années, des individus fichés, soi-disant ayant été surveillés, ont tout de même pu passer à l'acte. Des terroristes ou criminels sont restés en cavale pendant des jours voire des mois. Certains courent toujours. Cela a été expliqué par la difficulté pour les cellules de renseignement à analyser et traiter toutes ces données collectives. Et surtout, ensuite, le manque de moyens et d'effectifs pour renforcer la surveillance des individus potentiellement dangereux. Alors, le but de cette collecte de données est-il vraiment sécuritaire ? Parce qu'il y a un renforcement du fichage des individus avec les différents systèmes électroniques, cela ne peut mener qu'à des interrogations sur la protection de la vie privée ainsi que des libertés individuelles. Même s'il existe la CNIL, le fort accroissement des systèmes de fichage rend très difficile le travail de cette commission, tant dans les secteurs privés que publics, et surtout avec la présence aujourd'hui de nombreuses techniques liberticides. La biométrie, les nanotechnologies, la vidéosurveillance, les puces RFID, etc. Les technologies de surveillance ont pénétré tout le tissu de notre vie quotidienne, dont elles ne pourraient être extraites sans causer des vides considérables pour l'accomplissement de nos actes les plus élémentaires, les plus routiniers. Ainsi, il ne faut pas se focaliser essentiellement sur la protection trop faible des individus. Le plus effrayant, ce n'est pas l'arrivée d'une société de surveillance, mais le fait que nous la vivions déjà sans nous en soucier. Place au point culture avec un lien collapsologique. 26 avril 1986, 1h23. Le réacteur numéro 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl explose, propulsant dans les airs des millions de particules radioactives qui contamineront l'air puis les sols de la moitié de l'Europe.
L'URSS injectera des milliards de roubles, d'abord pour tenter de limiter la propagation des radiations, puis pour tenter de réparer ce drame écologique. Plus de 500 000 hommes, durant 6 mois, passeront à Tchernobyl pour nettoyer le site d'abord, puis pour construire le sarcophage de béton au-dessus du réacteur. Au départ de ce drame, un enchaînement de maladresses, d'erreurs d'appréciation, et surtout de refus de remise en cause de l'autorité, de peur de se faire mal noter, ou pire, de finir dans un quelconque goulag ou hôpital psychiatrique. Après la catastrophe, les autorités, par ignorance, par peur du scandale, continueront à prendre les mauvaises décisions, entraînant plus de morts, plus de malades. C'est d'abord les pompiers qui s'échineront pendant des heures à tenter de venir à bout de ce feu qui ne s'éteint pas, sans aucune protection contre la radiation. Ils mourront par dizaines, certains dès le lendemain. C'est ensuite les habitants de Pripyat, laissés sans information et sans protection, face aux radiations qui retombent sous forme de particules de graphite hautement contaminées. Les autorités commencent à sortir avec des équipements anti-radiation et à faire des tests. Ils constatent que les machines s'affolent, mais les populations sont laissées ignorantes. Pire, on leur explique que c'est un simple entraînement. Les autorités se disent que mieux vaut des radiations que la panique. Jour de l'incendie, un marathon pour la paix est même maintenu, le cross tournant autour de la centrale en feu. Il faut attendre 30 heures après l'explosion pour qu'on commence à évacuer la ville, faisant monter la population dans des bus avec quelques affaires, pendant que la centrale brûle encore, envoyant ses fumées de mort aux 4 coins de l'Europe. Alors que les radiations commencent à contaminer les sols et les eaux, irradiant les légumes et les animaux, les autorités laissent faire. Pire, en France, le gouvernement et la presse vont jusqu'à expliquer que les Français ne craignent rien, un anticyclone ayant gentiment arrêté le vent des radiations à la frontière. Le scandale de Tchernobyl affaiblira de manière fatale le pouvoir soviétique, jusqu'à, de l'aveu de Gorbatchev, dernier dirigeant de l'URSS, accélérer la chute de l'Empire communiste. La perte de confiance de la population, le gouffre financier afin de tenter de limiter les radiations, cet événement participera à montrer que le roi était nu. Pourquoi parler de cet accident aujourd'hui? Peut-être parce qu'il y a quelques similitudes avec la situation chez nous. Un pouvoir central que l'on a tendance à croire tout-puissant et inaliénable, des autorités incompétentes à anticiper et gérer une catastrophe, des médias et des professionnels serviles tétanisés à l'idée de prendre des décisions de bon sens sans l'aval du patron, un état de mensonge permanent sur l'étendue de la catastrophe qui cultive un climat de défiance vis-à-vis de toute autorité, et enfin, une facture difficile à quantifier, mais dont on sait déjà qu'elle va gréver l'économie d'un État surendetté, comme l'URSS en somme. La France et l'Europe occidentale ne sont pas encore l'URSS, mais, comme le disait déjà il y a 15 ans Boukovski, ancien citoyen soviétique à propos de l'Union européenne, « J'ai vécu dans votre futur et ça n'a pas marché ». L'histoire n'est jamais identique, mais il est des permanences qu'il ne faut cependant pas oublier. La chute des régimes et des civilisations en font partie. Nous prenons acte pour l'avenir, et ferons tout pour qu'il advienne. C'est le moment de votre évasion quotidienne. Que diriez-vous de partir en vacances? Après tout, le confinement, ce sont un peu des sortes de vacances pour certains d'entre nous, non? Et bah dans ce cas-là, laissez-moi vous suggérer une bonne destination. Saint-Jean-de-Luz. Située au Pays Basque, c'était simplement une petite bourgade qui appartenait aux chanoines de Bayonne au début. Elle devient une vraie ville prospère au XVe siècle, notamment grâce à la pêche. Du XVIe au XVIIe, ce fut un repère de corsaires qui se battaient pour le roi de France. Saint-Jean-de-Luz subissait souvent les assauts espagnols en raison de sa position de ville frontalière. En même temps, aujourd'hui c'est un peu le contraire. Ce sont les Français qui attaquent l'Espagne pour acheter du tabac et de la tise. Saint-Jean-de-Luz a connu son heure de gloire après le traité des Pyrénées en 1659, lorsque Louis XIV y célébra son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, l'infante d'Espagne. Les maisons où séjournèrent les souverains sont d'ailleurs toujours visitables. Je vous recommande la maison dite de l'Infante qui est vraiment magnifique. Elle a conservé son décor mural et une partie de son mobilier. Le mariage fut célébré dans l'église Saint-Jean-Baptiste, qui date du XVIe siècle, dans un style très basque, très inspiré par la liturgie espagnole, avec des couleurs vives, ainsi que des statues habillées en drap d'or, etc. Un autre détail sympa de l'église, ce sont les bateaux en bois qui sont suspendus au plafond, qui témoignent de l'attachement marin de Saint-Jean-de-Luz. Cependant, au début du XVIIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz prit un sacré coup dur économique. La baleine ayant disparu du golfe de Gascogne, de nombreuses compagnies de pêcheurs furent ruinées. Ce fut la décadence de la ville. Elle passa alors de 13 000 habitants à 2 000 en moins de 50 ans. Côté visite, je vous ai déjà parlé des habitations des monarques ainsi que de l'église, mais il reste également le port qui est pas piqué des hannetons, un magnifique port de plaisance qui se trouve parfait pour les balades.
Les rues sont aussi belles comme tout, dans différents styles architecturaux qui témoignent du riche passé de la ville. Les plages sont malheureusement très touristiques, mais on peut aussi se balader sur des plages quasi désertes qui vous raviront. Quelle joie de pouvoir profiter de l'océan un matin d'été quand on est seul. Je vous recommande également les bords de mer et pour les plus aventurieux, les parcours de santé qui longent le mur de l'Atlantique. Au bout nombre de bunkers sont encore visibles. Attention, j'ai dit visibles, pas visitables. Après, si vous voulez vous dégueulasser ou vous empaler sur une aiguille de seringue, libre à vous de le faire. En tout cas, Saint-Jean-de-Luz vaut vraiment le coup. Si vous avez le temps d'y séjourner, je vous le conseille fortement. Même si le tourisme de masse est encouragé par la municipalité, vous pouvez toujours visiter l'arrière-pays, et même certains coins de la ville sont pas forcément très fréquentés. Et surtout, si vous pouvez y aller au moment des fêtes des feux de la Saint-Jean, faites-le. C'est vraiment une fête traditionnelle très appréciée au Pays Basque. Et puis pour ceux qui aiment pas trop la Bretagne, ce sera l'occasion de prendre un bon bain de soleil, alors ne ratez surtout pas ça. Donc bon voyage et à très bientôt pour une nouvelle chronique sur les villes, sur Radio Virus. Instant littérature. Je vous parlerai aujourd'hui d'Ernest Psicari. C'est le petit-fils d'Ernest Renan, mais ça tout le monde s'en fout. Ernest Psicari est à la fois soldat, qui a servi dans les troupes coloniales, et écrivain. Avant qu'il ne s'engage dans l'armée, il lui arrive une bien triste mésaventure. Il tombe en effet amoureux de la sœur de Jacques Maritain, Jeanne, alors qu'il n'a que 19 ans et elle 26. Mais la petite Jeanne le quitte le jour même de leur mariage pour partir avec un autre homme. Suite à cette aventure, il cherche par 2 fois à se suicider, d'abord par overdose, puis avec un revolver, et les 2 fois c'est Maurice Reclus qui le sauve in extremis. Il fait une licence de philosophie à la Sorbonne, au cours de laquelle il publie plusieurs poèmes symbolistes. Il a fréquenté une bonne partie des intellectuels de son époque, Jacques Maritain, qu'il a rencontré durant son baccalauréat à Henri IV, mais aussi Charles Péguy ou encore Henri Massy, qu'il rencontre juste avant son départ pour l'Afrique. Il a en effet choisi pour son service militaire le 51e régiment d'infanterie à Beauvais. Assez vite, il s'ennuie de la vie de garnison en métropole et arrange son transfert dans les troupes coloniales. Il passe alors 1 an au Congo. À son retour en France, il en tire un récit « Terre de soleil et de sommeil ». C'est à ce moment-là qu'il rejette l'antimilitarisme et rejoint le nationalisme. Il entame également une correspondance avec Maurice Barrès, s'intéresse à l'Action française et aux écrits de Charles Maurras. Après s'être passé par l'école militaire d'artillerie de Versailles, il repart en Afrique, cette fois en Mauritanie où il restera 3 ans. À son retour en 1913, il publie L'Appel des armes, qui devient très vite le bréviaire de la jeunesse nationaliste de son époque. Contre le déclin moral et l'humanitarisme pacifiste, il prône les idéaux de dévouement et de grandeur. De retour dans sa garnison à Cherbourg, il se consacre à l'écriture du magnifique Voyage du Centurion, récit autobiographique qui relate son expérience de terrain et sa conversion au catholicisme. Il s'est en effet converti vers la fin de sa vie sous l'influence de Jacques Maritain et d'Humbert Clérissac, un dominicain. Le Voyage du Centurion a été publié en 1916 à titre posthume, parce que la guerre va emporter Ernest Psicari, comme une grande partie de la fine fleur de la jeunesse. En 1914, il est lieutenant au 2e régiment d'artillerie coloniale. Il tombe le 22 août 1914 à Rossignol, sur le sol belge, au cours de la bataille des frontières. Les artilleurs français se retrouvent pris entre la rivière Semois et les troupes allemandes. Ils combattent jusqu'au dernier. Pour ne rien laisser aux mains de l'ennemi, ils font exploser leurs dernières munitions, neutralisent les canons et tuent même leurs chevaux. Je ne saurais trop vous encourager à la lecture du Voyage du Centurion, lecture très agréable et très revigorante. Et j'en conclurai cette petite chronique par une citation d'Ernest Psicari, citation pleine d'espérance. Dès que l'on fait un pas hors de la médiocrité, l'on est sauvé. Et nous retrouvons l'éphéméride. Éphéméride du 1er avril. 1er avril oblige, on va vous parler, mais pas trop, de l'humour, et plus particulièrement de celui des Huguenots de Hollande. En effet, 2 fois en 2 ans, ils décidèrent de devenir les premiers dans un domaine, et quoi de mieux pour des protestants que de le faire dans le domaine légal. Et c'est ainsi que les Pays-Bas furent le premier pays au monde à autoriser le mariage homosexuel en 2001 et l'euthanasie le 1er avril 2002. Mais comme on n'est pas certain que ce soit une blague, on va s'arrêter là. Pour continuer dans l'humour, on va vous parler d'un 1er avril, celui de 1944. Ce matin-là, pour l'histoire on dira qu'il faisait beau, le patron de l'aviation de l'oncle Sam ordonne, comme chaque matin, à ses hommes d'aller bombarder un peu l'Allemagne. Mais en chemin, il décide de faire une blague et de finalement s'attaquer au village de Schaffhaus, en Suisse allemande. Et paf, une bonne blague, une erreur. Mais quand on est les États-Unis, et les pourfendeurs de la haine, on a le droit de faire des erreurs qui coûtent la vie à des civils. En même temps, ils n'ont jamais été très forts en géographie. Bon, trêve d'humour, et parlons d'un sujet bien plus important.
L'amour. Eh oui, chez Radiovirus, on aime l'amour. Et du coup, on va vous parler du mariage de Marie-Louise d'Autriche et de Napoléon Ier. En fait, d'amour, il n'en était pas vraiment question. L'amour, Napoléon avait décidé de s'en séparer en divorçant de Joséphine de Beauharnais quelques mois plus tôt, car elle s'obstinait à ne pas lui donner d'enfant. Mais alors, en grand romantique, nous nous demandons tous pourquoi ce mariage, si ce n'est par amour. L'amour a toujours guidé le monde, non? Eh bien, pas du tout. Ce mariage est stratégique. Quand il épouse Marie-Louise, Napoléon épouse l'Autriche. Enfin, il entérine le dernier alinéa du traité de Schönbrunn. En effet, après la grande victoire française à Wagram, face à la 5e coalition, les Autrichiens demandent l'armistice. Donc, en octobre 1809, les deux empires signent le traité de Schönbrunn. Outre la reconnaissance des conquêtes de la Grande Armée et des rois fantoches mis en place par Napoléon, François Ier d'Autriche, anciennement François II, avant le démantèlement du Saint-Empire, promet sa fille au vainqueur. Marie-Louise fut évidemment réticente à cette idée. En effet, la dernière Autrichienne qui avait épousé un souverain français avait terminé quelque peu raccourci. Avec un papa défait et un mariage forcé, l'amour n'était pas au rendez-vous. Et c'est ainsi qu'après la défaite de Napoléon, face à la 6e coalition, l'Autrichienne se réfugia chez papa sans même un dernier regard pour son mari. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la blague du jour. Pourquoi un cul-de-jatte achète-t-il une maison? Pour avoir un pied-à-terre.